Trump a fait prendre un virage à l'économie américaine à 200 km/h sur 2 roues. Je viens de commencer à travailler dans la finance, on regarde la télé, Société Générale a perdu 90%. Parfois en une séance, Nvidia qui va gagner la capitalisation de Disney, McDo. De la Pologne. On parle en Europe, juste avec Trade Republic, de plus de 10 millions de personnes en Europe, c'est pas rien, en 2 ans et demi. 80% de ces gens-là n'avaient jamais investi avant, ils ont 32 ans de moyenne d'âge. Quand tu fais du judo depuis un an, tu prends peut-être pas Teddy Riner direct en frontal, quoi. Vous êtes des milliers à vous poser des questions sur les marchés financiers. On a tous les actifs sur des plus hauts historiques ces derniers temps, que ce soit le Nasdaq, Nvidia, l'or, le Bitcoin, c'est la folie. Et depuis 4 ans, avec Mathias Bacchino qui est à mes côtés, on dit à tout le monde achetez, achetez, achetez de tous les marchés, diversifiez-vous, faites du DCA, etc. Mais la question que vous nous posez beaucoup, c'est est-ce que les marchés vont continuer de monter ? Est-ce qu'il faut que je continue mon DCA si on continue de monter ou s'il y a un crack ? Faut-il se diversifier ? Comment le faire ? Bref, on a quelques sujets à passer en revue aujourd'hui. Je suis très content de te retrouver, de passage à Paris. On le dit à tout le monde, on est amis depuis très longtemps, bon tout le monde le sait maintenant. On est également partenaires, ça je le dis parce que c'est légal dans la vidéo. Comment ça va Mathias ? C'est une collaboration amicale et commerciale. C'est vrai que dans notre industrie, on peut quand même nouer des relations assez fortes. Ouais. Écoute, moi ça va super. Je suis très heureux d'être là. Je repense à 10 ans en arrière, les premières vidéos qu'on avait faites ensemble, ton idée folle du marathon de webinaire aussi il y a 10 ans. C'était donc 12 webinaires d'affilée de 8h à 20h. Et effectivement, on dit à tout le monde, et je crois à juste titre, d'investir, de s'y mettre, de commencer. J'ai dit, moi, à la terre entière, à tous les gens qui voulaient bien m'écouter, que pour commencer à investir, eh bien, les plans d'épargne, donc le DCA en ETF, c'était une bonne solution. Et quand on est au plus haut, c'est vrai qu'on reçoit beaucoup de questions. Et face à ces questions, c'est pas facile. Moi, j'ai pas toujours le temps, malheureusement, de répondre en fait à tout le monde. Et donc, pouvoir faire cette vidéo avec toi, pouvoir faire le point, déjà, c'est un plaisir. Et puis, je pense que c'est aussi une responsabilité qu'on a d'apporter des éléments de compréhension. Parce que quand je regarde, moi, beaucoup de titres de presse qui sont quand même inquiétants, quoi, qui sont un peu, sensationnalistes, je me mets à la place de tous ces gens qui ont commencé à investir en France. Et je me dis qu'ils doivent être inquiets, en fait, tout simplement, et qu'ils doivent se poser des questions. Et donc leur donner des éléments de compréhension du monde et de voir pourquoi ça évolue comme ça évolue. Je pense que c'est pas mal. Et peut-être si on rentre tout de suite dans le dur, en fait, la première question, moi, que j'ai le plus reçue, c'est mais pourquoi ça monte 3 ans de suite comme ça ? Donc le point bas était en septembre, le dernier point bas était en septembre 2022. Ouais. Et c'est vrai que depuis, ça monte beaucoup, ça monte fort, ça monte partout, ce qui est très rare. Donc on peut peut-être commencer par leur dire pourquoi ça monte en fait, tout simplement depuis 3 ans. Pourquoi ça monte déjà depuis 200 ans ? Oui, c'est vrai aussi, ouais. En fait, c'est ça la bourse. Ouais. La bourse, nous sommes dans un monde capitaliste avec des entreprises qui créent de la valeur, des chiffres d'affaires qui augmentent, des résultats nets qui augmentent. On a une croissance mondiale qui est une sorte de rouleau compresseur comme ça, lent et profond, qui se développe depuis que les marchés existent. Et en fait, s'il y a bien une chose à laquelle les marchés, actions, les indices sont synchronisés, c'est les bénéfices des entreprises. Alors, pourquoi ça monte depuis fin 2022 ? Déjà, parce qu'en 2022, on avait bien souffert. Je rappelle, l'inflation qui s'envole, la guerre en Ukraine, le marché action monde qui perd 20%, le Nasdaq qui perd 30%, des valeurs de tech qui perdent 50%. Les taux qui explosent aussi. Les taux qui explosent. Aux États-Unis et en Europe, alors qu'on était depuis 15 ans, je pense, dans des taux à zéro quasiment. Des taux qui baissaient, des taux qui s'étaient approchés de zéro, qui étaient restés proches de zéro pendant quelques années. D'ailleurs, ceux qui ont acheté de l'immobilier avec des taux proches de zéro sont sacrément chanceux. Donc en fait, pourquoi ça monte en 2023 ? Tout simplement parce que le marché redémarre. Parce que les banques centrales ont fait le job, elles ont remonté les taux d'intérêt, parce que les marchés espèrent qu'à terme, elles viennent à les rebaisser, voire même à remettre des liquidités dans le système. On a la guerre en Ukraine qui est acceptée, en fait, le risque géopolitique est accepté par les marchés. Donc on a cette prime de risque qui se retire. Et puis on a ce rouleau compresseur de la tech et de l'IA, de la robotisation, de toutes les nouvelles thématiques dont on va parler, qui viennent tirer le marché. On a de la croissance aux États-Unis, de la croissance pas loin de 5% en Chine,
un tout petit peu de croissance en Europe, on s'en suffit, hein, il nous suffit d'une certaine stabilité en Europe. Donc voilà, croissance mondiale, les résultats d'entreprise repartent, on a de la croissance des bénéfices et les marchés synchronisés aux bénéfices remontent. On a bien évidemment des liquidités qui arrivent d'un peu partout, hein. Quand c'est pas la Chine, c'est les États-Unis. Quand c'est pas les États-Unis, c'est l'Europe qui baisse les taux. Et donc ça, c'est les moteurs, je dirais, principaux de la hausse. C'est une macroéconomie correcte, une géopolitique, quoi qu'on en dise. On n'a pas de troisième guerre mondiale, hein. On a des foyers de tension, des bons résultats, et puis un marché de fonds qui, depuis notamment l'accident du Covid, eh ben, est foncièrement haussier, quoi. Donc, est-ce que tu as déjà vu ça, toi? Alors, des périodes comme ça, moi j'ai commencé en salle des marchés 2 semaines avant la faillite de Lehman Brothers en 2008 donc. Ouais, sacrée période. Donc moi j'ai connu beaucoup de crises en fait. J'ai commencé moi mon parcours d'investisseur et de professionnel du secteur par 5 ans très difficiles quoi, Ouais. où on a enchaîné l'explosion de la bulle immobilière américaine et la crise des dettes souveraines des pays d'Europe du Sud. À l'époque où la France était encore un bon élève, il y a 15 ans de ça maintenant. Et en fait, moi, ce qui m'a beaucoup surpris ces 3 dernières années, c'est que ça ne baisse pas en 2025. Parce qu'en fait, historiquement, comme tu le dis, les marchés sont corrélés à long terme assez directement aux bénéfices des entreprises et à la croissance de ces bénéfices. Et il y a aussi l'impact de ce qu'on appelle les cycles économiques, entre autres les cycles de taux directeurs, qui en général, et qui moi en tout cas pendant les 20 dernières années, avaient été assez réguliers. C'est-à-dire que tu avais un moment où les taux d'intérêt étaient restés élevés, où l'économie, les entreprises avaient du mal à se financer et à financer leur innovation, entre autres les petites et moyennes valeurs qui sont plus dépendantes justement du crédit. Et donc au moment où les taux étaient au plus haut, en théorie, les marchés devaient commencer à baisser parce que des taux élevés, normalement, ça fait augmenter le chômage et ça fait donc baisser la croissance des bénéfices des entreprises parce que les consommateurs ont moins d'argent pour consommer, donc les entreprises vont moins bien. Et c'est ce qui aurait pu et peut-être dû se passer en 2025 en théorie parce que la BCE, justement, face à des craintes fin 2024 de récession en Europe, avait commencé à baisser les taux et les a baissés assez vite, assez fort, signe qu'il y avait quand même une inquiétude réelle sur l'économie européenne. Donc on aurait pu avoir à ce moment-là une récession en Europe, donc un pic de chômage, donc moins de consommation, donc moins de résultats pour les entreprises, donc des marchés qui baissent. Ça n'a pas vraiment été le cas. Et aux États-Unis, où les banquiers centraux se sont retrouvés quand même dans une situation extrêmement difficile pendant les 9 premiers mois de 2025, puisqu'ils étaient coincés entre une inflation très élevée encore aux États-Unis et un marché de l'emploi qui tenait fort. Et donc, ils ne pouvaient pas baisser les taux alors que les entreprises en avaient besoin. D'ailleurs, les petites et moyennes valeurs américaines souffrent depuis plusieurs années maintenant. Et donc, moi, je m'attendais à ce que, à ce moment-là du cycle économique, on ait une récession et pour pas dire au moins une correction, sinon un crack. Et donc, on a toujours des forces de rattrapage. L'Europe, on a fait quoi? On a fait un énorme plan de la défense. C'est vrai. Donc on a promis des centaines de milliards de dépenses. Ça permet de l'Allemagne de repartir et de viser 1% de croissance alors qu'elle était en quasi-récession. Donc en fait, c'est comme si il y avait un système de sauvegarde, d'autodéfense de l'économie et des banquiers centraux et des politiques de trouver des parades. Je pense à la parade donc en Europe de ce plan de relance de défense. Et puis aux États-Unis, ce côté pro-business de Trump, de déréguler, de permettre le business, de faire revenir les entreprises en mettant des tarifs douaniers, en mettant de l'indécision géopolitique, de forcer les entreprises à revenir aux États-Unis, à refaire du business aux États-Unis, à relancer la machine. Et je pense que c'est ça qui a donné confiance. Et puis bon, y a toute cette thématique de l'IA qui vient complètement chambouler les marchés. Je lisais le week-end dernier que s'il n'y avait pas eu les investissements des entreprises américaines dans des infrastructures d'IA aux États-Unis en 2025, il y aurait eu 1,5% de croissance en moins
aux États-Unis en 2025, ce qui est colossal. Et ce qui me fait dire que Trump a fait prendre un virage à l'économie américaine de l'ordre de à 200 km/h sur 2 roues, et qu'il a eu un coup de bol quand même incroyable, que ce soit l'année où les infrastructures d'IA deviennent nécessaires et où des investissements de milliers de milliards de dollars soient faits dans ces infrastructures, en fait. Donc il a eu un coup de chance, un peu. En Europe, moi j'ai 3 facteurs qui m'ont marqué et qui peuvent expliquer que l'Europe est tenue bon. Le premier, c'est que les pays d'Europe du Sud ont fait un vrai travail d'assainissement de leurs finances publiques depuis 2010, clairement. Et donc l'Espagne, et donc l'Italie, et donc le Portugal, même la Grèce, ont recréé comme ça du dynamisme économique. Le deuxième facteur en Europe, c'est comme tu le disais, l'Allemagne, qui, à force d'être affreusement rigoureuse avec ses propres finances publiques, peut décider de mettre un plan d'action de 500 milliards d'euros sur la table, dont ce pays a terriblement besoin parce que les infrastructures en Allemagne sont vraiment pas bonnes. Donc, et la troisième chose, c'est en France, c'est pas le gouvernement, c'est pas l'État, c'est les Françaises et les Français qui ont maintenu en fait une épargne équivalente à la dette française, et ce qui permet quand même de rassurer tout le monde et de ne pas déclencher une vague d'attaques spéculatives contre la France pour l'instant. Alors là, depuis 1 an et 4 mois maintenant, depuis qu'il y a de l'instabilité politique dans le pays, ça devient de plus en plus difficile et c'est un vrai facteur de risque pour l'Europe. Mais c'est vrai que les investissements dans l'IA cumulés à ces forces européennes et évidemment à la Chine, qui a maintenu malgré tout, malgré les challenges immenses qu'a l'économie chinoise, un vrai dynamisme, eh bien, ça a fait tenir les marchés. Ça ne veut pas dire que, et c'est important que les gens comprennent ça, c'est qu'on dit, nous, les marchés, ça ne veut pas dire que toutes les entreprises du monde vont bien. Il y a des secteurs où c'est vraiment des fortes baisses. Il y a les petites et moyennes valeurs qui, quand même, dans le cycle de taux élevé qu'on a connu pendant 3 ans, ont souffert en Europe et aux États-Unis. Il y a peut-être des opportunités là-dessus, d'ailleurs. Enfin, il y en a eu cette année sur... je te prends un exemple, le CAC 40 Small Cap, les petites valeurs françaises dont personne ne parle, a fait plus de 40%. C'est donc un super score. Et il y a des petites et moyennes valeurs. Le Russell 2000, l'indice des petites valeurs aux États-Unis, a commencé à se reprendre ces derniers mois. Mais justement parce qu'on avait changé de thématique, que les États-Unis viennent à baisser les taux, que les marchés espèrent d'autres baisses de taux. Et donc ces petites valeurs qui étaient un petit peu... qui manquaient d'oxygène se sont reprises. Et d'ailleurs, là, on comprend l'importance de la diversification, en fait. Parce que ces 3 dernières années nous ont montré, je trouve, moi, que ceux qui étaient diversifiés sont ceux qui s'en sont quand même le mieux sortis. Pourquoi ? Parce que les gagnants d'hier peuvent être les perdants de demain, les perdants d'hier peuvent être les gagnants de demain, et donc pour notre communauté qui est composée principalement d'investisseurs long terme, on s'aperçoit que la diversification, en fait, c'est un peu chiant, c'est un peu ennuyeux, mais ça marche en fait. Et le meilleur exemple que j'ai eu ces 2 dernières années, moi, c'est fin 2024. Tout le monde te dit, il n'y a qu'aux US qu'on peut investir. L'Europe est morte. Premier semestre 2025, juste après, l'Europe surperforme les US. Ce qui a été une surprise pour moi énorme. Voilà, l'or qui fait, je crois, on est à combien ? On est à 50% de pertes sur l'or depuis le début de l'année, je crois. C'est ce qui est complètement dingue. Personne ne pouvait anticiper ça. C'était pas possible à anticiper, je veux dire. Donc, effectivement, on a vu ces dernières années que la diversification, ça marche. Et effectivement, il y a des secteurs qui sont peu performants depuis 2 ans. Il y a des types d'entreprises qui sont peu performants depuis 2 ans et qui pourraient effectivement, dans les 2 ans qui viennent, devenir celles et ceux qui performent. Donc diversifier, ça fonctionne, ça c'est clair. Ouais, il y a toujours des notions de rattrapage. Tu parlais donc du fait que tout le monde était négatif pour 2025. Moi, j'avais fait un sondage en janvier 2025. J'avais dit, est-ce que vous pensez que le CAC 40 peut faire mieux que le S&P 500 cette année ? 90% de réponses négatives. Alors, ce que j'entends, parce que globalement, statistiquement, si tu regardes sur les 30 dernières années, le S&P fait mieux que le CAC et la probabilité que le S&P fasse mieux que le CAC est quand même relativement élevée tous les ans. Néanmoins, dans les réponses,
les gens disaient non, non, mais moi, de toute façon, je veux plus investir sur l'économie française. Alors, on pourra en reparler. L'économie française n'est pas le CAC 40 n'est pas l'économie française. Le CAC 40, c'est des entreprises dont 76% du chiffre d'affaires est fait hors de France. C'est ce qui explique qu'ils souffrent pas trop Ouais. du délire politique et Ouais. budgétaire actuel. Ouais. La Chine fait plus de 30% cette année, l'Espagne 30%. L'Italie vient de taper un plus haut aussi. L'Italie, Ouais. dont personne ne parlait de l'Italie. Et l'Italie, son indice a tapé il y a quelques jours un plus haut historique. Londres aussi, malgré le Brexit. Ouais. Ça, j'en revenais pas. Le CAC 40 dividendes réinvestis est sur des plus hauts historiques. Ouais. Le CAC 40 dividendes réinvestis en 2025 fait mieux que le Nasdaq et le S&P 500 en euros, parce qu'il faut rappeler qu'il y a ce taux de change qui peut un peu changer la donne, et cette année, il est énorme. Ça, c'est mon plus gros regret cette année, personnel, Ouais. vis-à-vis de ma communauté. Mm. En termes de pédagogie, j'entends, Ouais, parce ouais. que bon, moi, j'essaye d'être le plus pédagogue possible, entre guillemets, le plus large possible pour que les gens puissent prendre confiance aussi dans le fait qu'investir, c'est plus simplement un truc de riche ou un truc réservé à une élite ou un truc, mais que c'est quelque chose auquel il faut se mettre en fait. C'est que j'ai pas vu l'impact que pouvait avoir la politique de Donald Trump très radicale sur le taux de change entre l'euro et le dollar. Je l'ai pas vu. Et du coup, j'ai pas pu dire aux gens, j'ai pas pensé à dire aux gens au début de l'année, quand ça a commencé ce mouvement, qu'effectivement, en ayant des ETF, des paniers d'actions en euros sur le S&P 500, ils risquaient d'avoir une performance bien moindre que le S&P 500 en dollars. Parce qu'en fait, Trump nous a mis à nous, Européens, un peu une double peine. C'est-à-dire qu'il nous a mis 15% de droits de douane, ce qui pour nos entreprises qui exportent là-bas est évidemment un problème. Mais il nous a aussi mis 15% de compétitivité devise en moins. Donc, en fait, c'est 30% qui nous a mis à nous, Européens, quelque part cette année. Et ça, je ne l'ai pas vu. Si je l'avais vu plus tôt, j'aurais probablement parlé plus tôt cette année des ETF couverts contre le risque de change. C'est-à-dire des ETF qui te donnent en euros la performance en dollars de l'indice américain. Et voilà, donc c'est mon petit mea culpa personnel. C'est le sujet que j'ai un peu raté cette année auprès des gens. Et donc voilà, si vous investissez beaucoup sur les États-Unis, vous pouvez considérer de réfléchir à des ETF couverts contre le risque de change parce que au moins ça annule une dimension de complexité. Voilà. Et ça ne veut pas dire que l'année prochaine, ce ne sera pas mieux d'avoir des ETF S&P 500 en euros qu'en dollars si, comme je le crois, l'an prochain, le dollar se rééquilibre un peu parce qu'il y a un moment donné où Donald Trump va devoir aussi favoriser le pouvoir d'achat des Américains, alors que là, il a favorisé les entreprises américaines qui, donc, importent. Mais tu sais, alors déjà, d'une part, tu parles quand même à des investisseurs où tu souhaites qu'ils fassent du long terme et qu'ils mettent en place des DCA et qu'ils ne les changent pas tous les ans. Hein. Donc c'est pas parce qu'une année, tu as un marché qui surperforme ou un marché qui, en euros, fait moins bien, etc., qu'il aurait fallu changer. Et rassure-toi, sur le très long terme, les études disent qu'il vaut mieux ne pas se hedger parce que de toute façon, naturellement, en fait, ça va revenir dans les clous. Donc en fait, et même certains lecteurs que je lis sur les réseaux sociaux disent non, non, mais moi cette année, j'ai continué d'acheter du S&P et du Nasdaq en euros. Et quand le taux de change va se rééquilibrer, j'aurai une performance qui va repartir en avant. Donc, si on fait du très long terme, c'est pas problématique. Après, voilà, moi j'ai des lecteurs qui peuvent être un peu plus dynamiques et c'est pour ça que cette année j'avais dit de s'intéresser à la Chine et à l'Europe. Mais sinon, globalement, c'est vrai que les marchés sont très focus sur les États-Unis, très focus sur l'IA, très focus sur la tech. La presse est très focus sur ces sujets-là. Nous sommes en bulle. Voilà. Et d'ailleurs, je voudrais faire un petit point pédagogique là. Est-ce qu'on peut rappeler, parce que la semaine dernière, les marchés ont perdu de mémoire 3%. Et les titres de presse étaient correction sur les marchés. Voilà. Est-ce que c'est le début du crack, etc. Ouais. Est-ce qu'on peut peut-être rappeler ce qu'est une consolidation, Ouais. ce qu'est une correction et ce qu'est un crack? Parce que l'année prochaine, on peut avoir un crack. On peut aussi avoir une correction
Et on peut espérer que là, on ait des consolidations quand même. Ouais. Bah, une consolidation, c'est 5-7% de baisse. Ça arrive 8-10 fois par an sur à peu près tous les indices. C'est tout à fait légitime. C'est tout simplement, tu gagnes 10%, tu en repères 5, puis tu repars. Tel un coureur qui s'arrête boire de l'eau pendant un marathon. Et c'est Ou une sain F1 d'ailleurs. au pit stop, tu vois, C'est pour changer sain, les pneus. ouais. Bien sûr. C'est sain. Une correction, c'est un peu plus profond. Généralement, il nous faut de la macroéconomie ou de la géopolitique, type Trump avec ses barrières douanières, hop, on perd 10-15%. En avril, ouais. C'est assez impressionnant, tu vois. C'est un krach boursier, bon, bah ça, c'est 1987 ou c'est 2020. C'est vraiment extrêmement violent et là, on parle de 30-40% de baisse. 2008 aussi. Ouais. 2008 et 2001, si tu veux, 2008, je fais une différence entre krach C'était terrifiant, 2008. et bear market. 2001 et 2008, c'est des marchés baissiers qui durent pendant 2 ans. Donc c'est long, c'est lent, c'est pénible. Peut-être même moins C'est démoralisant. krach. Ouais, Ah c'est ouais, ouais. démoralisant. Ah non, mais moi, 2008, je viens de commencer à travailler dans la finance. On regarde la télé. Société Générale a perdu 90%. L'automobile français doit être sauvé par l'État. Tout le monde se demande s'il va garder son travail. En salle des marchés, tu sais, les mecs se disaient plus à demain. Pour pas se porter la poisse, tu sais, au cas où demain ce soit fermé, quoi. On en était là quand même. C'était vraiment très inquiétant. Peut-être ce qu'on peut dire à nos auditeurs, c'est que en général, un long marché baissier qui dure 2 ans, ça commence quand même par un crack, quoi. Donc, quand il y a un crack, comme par exemple, effectivement, en mars 2020, la grande question à se poser, c'est est-ce que c'est un crack qui va se transformer en marché baissier de long terme, c'est-à-dire 2, 3 ans où ça baisse, et où c'est effectivement hyper démoralisant, ou alors est-ce que c'est un crack qui est conjoncturel, qui n'est pas structurel en fait, et qui va se corriger naturellement. Et c'est la première fois d'ailleurs, je pense que toi et moi on observait en mars 2020, les particuliers adopter un comportement d'institutionnel, de professionnel. C'est-à-dire que moi... Voire même mieux que les institutionnels. C'est pas faux. Parce qu'ils sont passés massivement à l'achat. côté, ouais. Les particuliers sont rentrés massivement à l'achat. Et ça, c'était la première fois, je pense. Parce que moi, j'ai passé 15 ans quand même dans un milieu, et avec toi d'ailleurs, dans un milieu professionnel avant 2020, où les professionnels du secteur, quand ils parlaient des particuliers qui investissent en bourse, ils appelaient ça dumb money, c'est-à-dire l'argent bête, quoi, littéralement. Parce que pendant très longtemps, les particuliers en bourse se faisaient avoir par leurs propres émotions et aussi par le sensationnalisme du flux d'informations, par le fait qu'il n'y avait aucune éducation financière à l'époque, même si on essayait tous les deux d'être les précurseurs dans le truc, ben, c'était petit par rapport à ce qui se passe aujourd'hui. Et donc pendant très longtemps, quand ça baissait, les gens vendaient, ils attendaient que ça ait remonté pour être rassurés et racheter. Ouais. Donc ils faisaient le pire truc possible en fait. C'est le cycle émotionnel de l'investisseur, on pourrait peut-être l'afficher dans la vidéo. Ouais. C'est vraiment en bas je suis en dépression, je sors, oh je regarde là où se faire, oh ça remonte, oh ça explose, tiens je vais acheter, hop et ça repartait dans l'autre sens et ainsi de suite. Du coup, manque d'éducation effectivement comme tu le dis. Et d'accompagnement. Ouais. Mauvaise façon de faire, manque d'accompagnement et grâce à... l'information, la formation, la digitalisation, la facilité de passer des ordres, la facilité aussi d'automatiser. Et ça, vous l'avez beaucoup démocratisé avec le DCA automatisé chez Trade Republic. C'est vraiment une révolution dans l'investissement. Maintenant, les gens disent « ça baisse ?» Jacqueline DCA, ma femme, « ça baisse ?» Ah bah, donc mon DCA va passer, je vais acheter moins cher le mois prochain. De toute façon, je m'en fiche, je suis là pour 10, 15, 20 ans. Donc en fait, à chaque fois que ça baisse, je vais acheter. Donc maintenant, les gens voient les corrections comme des opportunités d'achat et ça change complètement la donne. Mais en ce moment, ils sont très nombreux à nous dire c'est trop, ça va péter, etc. J'entendais une réflexion hier qui me permet de répondre peut-être à ça, un premier élément de réponse. C'est la bulle Internet de 99, 2000, 2001. Où, sauf erreur de ma part, le pic est en 99 et le point bas est en 2003. Et on commençait à être inquiétant envers les investisseurs à partir de 97. Et donc il y a des gens qui ont arrêté d'investir en 97, par exemple. Et ceux qui ont arrêté d'investir en 97, ils sont passés à côté de 70% de hausse.
ceux qui ont vraiment perdu de l'argent, c'est ceux qui ont tout mis en 2000, si tu veux, en 99-2000, vraiment dans les derniers moments de la bulle. Et qui ont fait des gros investissements à ce moment-là. Non, ça va, moi c'était petit, mais c'était mes premiers pas en bourse. Et donc, ça a donné une perspective aux gens qu'investir, c'était très risqué. Donc, pour moi, l'enjeu actuel, étant donné que à peu près tout le monde s'accorde à dire qu'on n'est pas dans une bulle au sens de ce qui se passait en 99-2000, c'est-à-dire qu'on n'est pas dans un marché financier délirant complètement où des entreprises sont valorisées extrêmement cher alors qu'elles ne font pas de bénéfices, c'est pas ce qui est en train de se passer. Ce qui est en train de se passer, c'est qu'il y a des investissements énormes qui sont faits dans les infrastructures d'IA et qu'on ne sait pas si ces investissements faits par quelques boîtes gigantesques, au début sur fonds propres, ce qui est très différent de la bulle Internet, et actuellement de plus en plus avec des obligations, on ne sait pas si ces investissements vont leur permettre, dans les 10 ans qui viennent, de maintenir leur niveau de revenu, en fait. Parce que tout l'enjeu, c'est de savoir si ces entreprises gigantesques vont continuer à être capables d'avoir de la croissance de leurs bénéfices. Plus que des revenus, c'est de maintenir des croissances délirantes. La réponse est non. Ces boîtes-là ne pourront très probablement pas toutes avoir des taux de croissance comme elles ont connu ces derniers temps. En revanche, on peut aussi observer que pendant que ces boîtes-là performaient beaucoup, le reste du marché n'était pas très en forme. Or, ce que tout le monde attend avec l'intelligence artificielle aujourd'hui, c'est que les infrastructures d'IA permettent ensuite de déployer dans le reste des entreprises, qui étaient peu performantes ces dernières années, entre autres à cause du cycle économique, d'avoir des gains de productivité. Et aujourd'hui, il y a 10% des PME et 30% des grands groupes en Europe, et c'est à peu près pareil aux États-Unis, qui ont adopté l'IA. Si on monte à 70% des entreprises qui adoptent l'IA, c'est 1% de croissance annuelle en plus. Donc, l'enjeu pour moi, c'est de dire aux gens, est-ce qu'après avoir monté 3 ans de suite de 60%, les marchés vont un jour perdre 10, 15, 20%? La réponse est oui. Est-ce qu'on sait quand ce sera? Franchement, non. Et moi, à ce stade, en tant que lecteur, en tant que passionné de géopolitique, en tant que passionné d'économie, et avec la responsabilité qui est la mienne de parler à autant de gens, j'ai aucune raison de penser à ce stade que ce crack va arriver demain. Donc en fait, actuellement, le vrai risque, c'est de rater une hausse qui continuerait plutôt que d'avoir peur et de se prendre un bouillon à court terme qui n'a pas de raison à ce stade d'arriver. Alors là-dessus, Voilà, moi c'est oui ma et non. lecture de la situation. Là-dessus, oui et non, si tu veux. J'aime bien ce parallèle avec 2000, de dire en 2000, c'était des sociétés il y avait 10 pélos dans un bureau qui faisaient pas de bénéfices, voire même Incroyable. pas de chiffre d'affaires, ils mettaient .com à la fin de leur nom de boîte et ça faisait x20. Ok. Mais je me rappelle d'une anecdote d'un gérant de l'époque qui me disait, en haut de la bulle de l'an 2000, ce qui m'avait choqué, c'est qu'en une séance, France Télécom avait gagné la capitalisation d'LVMH. En une séance. Et là, on a un petit peu la même chose avec parfois en une séance Nvidia qui va gagner la capitalisation de Disney, McDo De la Pologne. Ou d'un pays. C'est complètement délirant. Dingue. On a des marchés qui sont historiquement concentrés. Ça c'est vrai. On a un MSCI World dans lequel il y a énormément d'États-Unis. Dans les États-Unis, il y a énormément de tech. Dans la tech, il y a 7 boîtes qui drive tout. Elles drive les bénéfices des entreprises, elles drive la hausse des marchés, elles drive les volumes, elles drive tout. Et cette concentration extrême, on ne l'a pas eue depuis 20 ans. Elle n'a jamais été aussi vraiment énorme avec un Nvidia qui pèse 16% du PIB des États-Unis. C'est complètement délirant. Moi, j'ai aussi des petits warnings, si tu veux, c'est... on s'habitue à payer un S&P avec un PER, le fameux Price Earning Ratio, autour de 24, alors que 24, c'est le plus haut des 15-20 dernières années. La tech est à 35. Palantir est à 200. Mais tu prends le cas extrême, Palantir, je veux dire. Palantir, c'est dingue. Et c'est pas normal, effectivement, ce qui se passe sur Palantir. Si tu regardes le S&P 500 équipondéré, donc si tu annules cet effet de concentration dont tu parles qui est vrai, eh bien les PER sont pas si délirants que ça en fait. Donc
l'enjeu, c'est vraiment, est-ce que dans les 2 ans qui viennent, toutes les autres boîtes vont rattraper le retard qu'elles ont pris depuis 2 ans? Pour moi, c'est ça le point le plus clé. Et ce qui me terrifie en revanche avec cette concentration, ce qui me fait vraiment peur, c'est la tech elle-même. Pourquoi ? Parce qu'on vient de faire des milliers de milliards de dollars d'investissement dans des infrastructures, entre autres d'énergie et de data center, pour simplifier à l'extrême, sur base de la technologie actuelle. Si à court terme, il y a une nouvelle technologie qui rend ces infrastructures-là obsolètes technologiquement, là, ça fait très mal, parce que là, tu te retrouves avec des boîtes gigantesques qui viennent de financer des infrastructures colossales dont plus personne n'aurait besoin. Donc, ce qui me fait très peur à moi, c'est la tech elle-même. C'est-à-dire que si on a un progrès technologique inattendu, radical, qui rend ces infrastructures-là obsolètes, là, l'impact marché va être considérable. C'est ça, moi, qui me fait le plus peur actuellement. Et en même temps, je me dis que, justement, les entreprises qui viennent de faire ces investissements sont celles qui contrôlent le progrès technologique actuellement. On peut trouver que c'est bien ou que c'est pas bien. Moi, je trouve personnellement que c'est un vrai problème. Mais en attendant, c'est quand même elles qui contrôlent le progrès technologique. Et donc, on n'imagine pas qu'elles puissent se suicider économiquement en sciant la branche sur laquelle elles sont assises. Mais voilà, moi, c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est un éventuel saut technologique inattendu qui viendrait rendre ces infrastructures-là obsolètes. Parce que ce que j'observe aussi, c'est que les boîtes qui viennent de faire ces investissements, je pense à Nvidia par exemple, elles ne sont pas juste en train de faire ces investissements, elles sont aussi en train d'utiliser les bénéfices actuels pour diversifier leurs futures sources de revenus. On en parle très peu, mais Nvidia est en train de lancer des logiciels à tire-larigot sur des plateformes que le monde entier utilise. Nvidia est en train de lancer des 100 000 véhicules autonomes dans lesquels ils ont des parts. Nvidia prend des parts dans plein de boîtes. On pense à Nokia, on pense à OpenAI. Donc, ces boîtes sont quand même en train d'essayer d'anticiper au maximum la diversification. On en revient toujours pareil de toute façon. On en revient toujours à la diversification de leurs sources de revenus pour demain. Et donc, voilà, moi, c'est vraiment ce progrès technologique qui me fait peur. Parce que je pense qu'on sous-estime la rapidité avec laquelle les nouvelles technologies peuvent émerger. Et donc, voilà, ma grande peur, c'est que ces infrastructures qu'on est en train de construire ne servent jamais. Mais ça, à part être diversifié, je ne sais pas ce qu'on peut faire pour s'en prémunir. Parce que le principe même de la disruption technologique, c'est qu'on ne la voit pas venir. Moi, ce qui me fait peur, si tu veux, c'est peut-être moins pour les marchés, c'est plutôt pour la société. C'est-à-dire que j'en parlais avec un ami hier soir, c'est Main Street contre Wall Street. On a des gens aux États-Unis et en Europe qui ont un pouvoir d'achat qui baisse progressivement, qui se fait rogner par l'inflation, l'immobilier est de plus en plus cher. C'est tout simplement difficile pour la majorité de la population non aisée de sortir la tête de l'eau, de pouvoir continuer de consommer, d'avoir une vie décente, de partir en vacances, etc. Et on a, parallèlement à ça, des marchés qui sont au plus haut parce que les boîtes de l'IA font des milliards, parce que les banques centrales sont en soutien, donc les investisseurs gagnent de l'argent. Aux États-Unis, c'est grosso modo le marché est détenu par les 10% les plus riches du pays. Donc en fait, les riches continuent de s'enrichir, les pauvres sont sous pression. La bonne nouvelle, c'est que certains d'entre eux, s'ils se mettent à l'investissement, vont jouer avec les mêmes cartes que les plus riches. La nature a horreur du vide, donc les gens cherchent des solutions. Ils ont Et du bon c'est ce qu'on sens essaye, nous. et c'est, je pense, ce à quoi on contribue. Après, tu as quand même un phénomène dont on ne peut pas ne pas parler, qui est la méga tendance, à mon sens, sur lequel tout ça est assis, qui est le changement démographique, c'est-à-dire le vieillissement de la population. Et c'est vrai que tu as plusieurs facteurs, en fait, à l'heure actuelle, qui sont en train de se mettre en place. Tu as littéralement de moins en moins de jeunes dans le monde occidental, ça c'est clair et net. Tu as ensuite l'intelligence artificielle qui vient potentiellement réduire de l'ordre de 5 à 10% les jobs disponibles dans les 2-3 ans qui viennent d'après les études. Et donc, tu as des facteurs de productivité qui devraient tirer les marchés vers le haut. Et tu as des facteurs inquiétants qui pourraient tirer la consommation vers le bas.
j'ai écouté attentivement la dernière conférence de presse de Jérôme Powell. C'est un peu geek, je sais, mais ça m'intéresse beaucoup d'écouter ce qu'il raconte, ce mec-là, parce qu'en ce moment, les États-Unis font face à une situation complètement inédite. Et il a dit un truc qui m'a semblé être le plus important de sa conférence de presse, qui était « Il y a de moins en moins de travail créé, mais, je simplifie, c'est pas forcément grave. » Donc, il n'est pas exclu que, en fait, l'arrivée de l'intelligence artificielle dans le monde et dans le monde économique soit une réponse, quelque part, au vieillissement demain de la population. Et donc, quand on pense que effectivement les catégories les moins aisées de la population pourraient voir leur pouvoir d'achat s'effondrer en Europe de l'Ouest, c'est un vrai risque. Et effectivement, ça pourrait jouer contre les entreprises et donc les marchés, puisque si de moins en moins de gens consomment, tu as un vrai problème. J'observe aussi que les catégories les moins aisées de la population se mettent massivement, en très peu de temps, à investir. Tous. À investir. Ouais. On parle en Europe, juste avec Trade Republic, de plus de 10 millions de personnes. 10 millions de personnes en Europe, c'est pas rien. En 2 ans et demi. 80% de ces gens-là n'avaient jamais investi avant. Ils ont 32 ans de moyenne d'âge. Et ils nous ont confié 150 milliards d'euros. Ils ne sont pas en train de faire de crypto ici et là avec 20 balles. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'était en 2020. Là, on parle de 150 milliards d'euros pour plus de 10 millions de personnes. À nouveau, 32 ans de moyenne d'âge. 80% de gens qui n'avaient jamais investi avant. Donc, quand on parle du revenu universel, qui est un vrai sujet, en fait, à mon avis, ce n'est pas l'État qui pourra fournir ça. Je pense que c'est l'économie elle-même qui va aller vers davantage de participation et de redistribution. On dit toujours que les capitalistes et que la bourse n'enrichit que quelques-uns. C'est vrai s'il n'y a que quelques-uns qui investissent. Mais si tout le monde investit, la bourse, c'est quoi ? C'est un formidable outil, une machine dingue à répartir les richesses créées, en fait. Donc pour moi, le revenu universel, dont on aura probablement besoin dans les 20 ans qui viennent, c'est l'investissement. Parce que les entreprises devraient continuer malgré tout, même avec le vieillissement de la population, à grandir. Et on inquiète beaucoup les gens sans leur montrer le côté positif aussi de ce qui est en train de se passer. Il y a des choses très positives. Oui, on va être de moins en moins nombreux. Mais oui aussi, on aura besoin de moins en moins de gens pour accomplir le même résultat, en fait. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la tendance de fond la plus importante, c'est le vieillissement de la population. Quelles conséquences on peut en tirer ? Et l'une des conséquences qu'on peut en tirer, c'est il faut investir. Tout le monde. Tout le monde. Et d'ailleurs, il y a 2 États, les États-Unis et l'Allemagne, qui viennent de dire « Bon, on va mettre 1000 balles à chaque gamin à la naissance. » Avant-hier, en France... Le sujet sort. En France, avant-hier, un ancien Premier ministre a dit « Il faut mettre 1000 euros à un enfant. » Moi, je vais prêcher dans les mois qui viennent, tant que je peux auprès des pouvoirs publics, pour qu'on crée un PEA enfant en France. C'est eux qui ont le plus de temps devant eux, et c'est évidemment à eux qu'il faut donner de l'investissement. Donc, est-ce qu'on va dans le mur sur certains aspects ? Bien sûr. Évidemment, l'économie va toujours un peu dans le mur quelque part. Est-ce qu'il va y avoir des problèmes ? Bien sûr, il y en a toujours des problèmes. Mais est-ce que finalement, on a les capacités de gérer ces problèmes-là ? À date, oui. Après, il faut agir. Il faut agir. Il faut agir parce que dans 15 ans, ça deviendra encore plus problématique. On Bien a sûr. quand même créé un fossé entre la Chine, les États-Unis et l'Europe. On dit les États-Unis créent, la Chine copie, l'Europe régule. On n'avance pas. On n'a pas de géants dans l'IA. On a quelques belles sociétés, mais quand tu regardes en bourse, l'Europe est un épiphénomène. Donc il faut vraiment qu'on se réveille. Je vais faire une prédiction et vous pourrez me tenir. Vous pourrez me dire si je me suis planté. Je suis absolument convaincu que la décennie 2030 sera une décennie de dérégulation massive en Europe. Ouais. J'en suis absolument convaincu. De la même manière que je suis absolument convaincu que dans les 5 ans qui viennent, le système de retraite français aura basculé sur un système hybride de capitalisation répartie. Et parce que c'est ce qui va se... Enfin, je ne vois pas comment ça peut se passer autrement, en fait.
Et après, bien sûr... C'est le sens de l'histoire, c'est nécessaire. Ouais, c'est Il y a nécessaire. de plus en plus de gens qui sont informés, éduqués, tu l'as dit, dans toutes les couches de la société, dans toutes les catégories socio-professionnelles. C'est hallucinant. Hein. Mm. J'ai jamais vu autant de... Et j'en suis même... Enfin, j'en suis pas jaloux, j'en suis même plutôt fier, mais je vois des jeunes, ils sont encore en école, à la fac, etc. Ils ont 22-23 ans, ils ont déjà une compréhension des marchés, de la nécessité d'investir, de la diversification, des cycles économiques, de pourquoi il faut acheter les corrections et tout, que moi j'ai mis 10-15 ans à avoir. C'est fabuleux. Et j'espère que ça va porter ses fruits. Une anecdote comme ça, mais ma petite sœur, qui est pas du tout branchée finance au démarrage, a converti, je pense, en 2 ans, tous les saisonniers de Val Thorens à l'investissement à long terme. Parce que justement, quand tu es saisonnier, avoir un investissement de long terme, c'est hyper important pour ta propre protection sociale. Et de l'avoir vu faire ça, je me suis dit qu'il se passait quelque chose de très profond dans la société. Les gens ne s'en rendent peut-être pas compte parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui parlent sur les réseaux sociaux de ces sujets-là. Et c'est très bien, le plus il y en a, le mieux c'est. Mais les gens ne savent pas forcément ce que, à toi et moi, ça nous fait. Donc, juste pour que les gens réalisent bien, moi, la première fois que je lance une émission hebdomadaire sur les marchés financiers, sur YouTube, c'est en 2013. En 2014, je fais Objectif Bourse avec la Bourse de Paris, des chaînes d'infos économiques, des médias économiques, des brokers, des banques, etc., où on fait 20 vidéos pédagogiques. Objectif Bourse, ça s'appelait. Le premier MOOC gratuit pour tout le monde. 30 000 personnes qui se connectent en 2 semaines. Aujourd'hui, je fais 30 000 vues sur un réel d'éducation financière en 1 heure, littéralement. Donc, quand tu as essayé, comme toi, avec à l'époque le Bing Trading Day, avec les conférences qu'on montait, avec tout ce que... On prêchait quand même pas mal dans le désert à l'époque. Et de voir ce qui se passe aujourd'hui, moi, je vois des trucs dans la société que je ne pensais pas voir. Donc, ça me rend très optimiste, en fait. Et peut-être trop, d'ailleurs, je ne sais pas, mais ça me rend vraiment optimiste parce que les gens, ils sont en train de réagir, quoi. Et ils réagissent 10 fois plus vite que les grosses banques et les politiques, qui sont en fait les grands médias, peut-être aussi audiovisuels, peut-être, mais ils sont en train de s'y mettre. Mais c'est les 3 dernières briques de résistance, je dirais, dans la société française que j'ai identifiées. Parce qu'en fait, aujourd'hui, tous les médias en ligne, les gens de toutes les catégories sociales, et les assos, enfin, les créateurs et créatrices de contenu qui font un boulot énorme en la matière, tout ça, on est déjà dans le monde d'après, en fait. Donc, il ne reste plus que quelques structures, je dirais superstructures de la société française, qui restent à embarquer. Et là, moi, je crois beaucoup au changement générationnel, hein, tout simplement. Tous les deux, on est autour de 40 ans, on va dire. On est un peu des... Enfin, moi, je sais que je suis capable de parler à des jeunes de 20 ans. Encore aujourd'hui, j'essaye. On fait le lien entre cette ancienne des gens de 60 de ans la aussi, finance traditionnelle et ces jeunes qui arrivent via les réseaux sociaux, les discussions entre amis massivement et qui nous posent d'ailleurs des questions. C'est bien ce qui se passe. Alors, il y en a beaucoup qui posent des questions sur justement 2026. Qu'est-ce qui va se passer? Alors, petit disclaimer. Vous prenez les meilleurs analystes macroéconomistes de la planète et vous les interrogez tous les ans. C'est un compte-rendu Bloomberg qui est fait tous les ans en janvier. Ils se trompent tous les ans. Donc on se trompera tous, tu te tromperas, je me tromperai, etc. Peut-être que l'année prochaine, les marchés vont prendre 20%, peut-être qu'ils vont corriger de 20%. Et en fait, est-ce que ça nous importe? Tu vois? Est-ce que... Ça n'importe pas à l'investisseur long terme. Celui qui est très long terme et qui est là pour faire 7% par an pendant, en moyenne, j'entends évidemment, pas tous les ans, en moyenne sur 20, 25 ans, 30 ans, je pense qu'effectivement, ça ne lui importe pas. Il y a d'autres types d'investisseurs, puisque nous, on est en train de créer en fait énormément de ceintures vertes, ce que j'appelle. Des gens qui s'y sont mis et qui ont un niveau de connaissance suffisant pour commencer à investir. Et là, le vrai danger, c'est que des ceintures vertes se mettent à faire des combats avec des ceintures noires. Tu vois. Quand tu fais du judo depuis 1 an, tu prends peut-être pas Teddy Riner direct en frontal, quoi. Donc, je pense que c'est important quand même qu'on essaye d'éclairer les gens sur ce qui peut se passer à moyen terme, sur 1 an, 2 ans, 3 ans, pour pas qu'ils soient trop inquiets
et que leurs émotions leur fassent faire des bêtises, s'il se passe des événements, des faits. Moi, c'est en fait, pour l'anecdote, j'utilisais pas Instagram il y a encore peut-être 1 an, quoi. Et c'est pas un outil que j'utilisais, donc moi-même, je pensais pas forcément à poster dessus. Et le 2 avril de mémoire 2025, j'atterris à Berlin un lundi matin pour aller voir mes patrons à 8h. Et j'atterris, mon téléphone donc se rallume. Et là, ça flash rouge partout. Donald Trump a déclenché la guerre commerciale. Panique à bord. Les marchés vont s'effondrer. L'économie américaine va s'effondrer. Enfin, un niveau d'inquiétude colossal. Et Mathias Bacchino je sors de l'aéroport, pris pour cible. Je sors de l'aéroport et je me dis, ça fait 3 ans que je dis à des millions de gens qu'il faut investir en bourse. Là, on a le premier gros choc quand même, qui était moi-même, pour moi aussi, effrayant. Donc je me dis, bon, je vais leur dire ce que j'en pense de la situation, honnêtement, en transparence, etc. Et c'est comme ça que j'ai découvert les réels sur Instagram. Et j'ai commencé là à faire des points hebdomadaires sur l'actu. Et ce que j'essaye de faire, en fait, c'est de prendre l'actu et d'en tirer des conséquences pédagogiques. C'est-à-dire, pas leur dire voilà ce que vous devez faire la semaine prochaine, en fait, avec cette actu, mais voilà ce que cette actu veut dire, selon moi, humblement, pour l'investisseur long terme, en fait. Et donc, accompagner dans l'actualité chaude pour éclairer des décisions de long terme, je pense que c'est quand même important de le faire. Et en 2026, quand même, il y a des trucs qui vont se passer, je pense. Tu vois, il y a des éléments qui me paraissent inévitables. Et peut-être que je vais me tromper, mais il y a quand même des tendances, des probabilités élevées que certaines tendances se fassent. Je pense à la robotique, je pense au quantique, toujours dans la tech, pour poursuivre le développement de l'IA. Je pense au secteur de la santé, qui a été un peu oublié depuis 2 ans. Il est peu cher. Il a été un peu oublié depuis 2 ans, le secteur de la santé. L'IA devrait permettre des gains... Normalement. Normalement. Je pense évidemment aux petites et moyennes entreprises, mais bon, ça fait 3 ans qu'on y pense, aux petites et moyennes entreprises, donc peut-être que 2025 ne sera toujours pas leur année, mais normalement quand même, quand les taux baissent aux États-Unis, 6 mois plus tard, historiquement, statistiquement, les petites et moyennes valeurs repartent. Je pense aux marchés émergents. Ces dernières années, il a été important d'avoir des marchés émergents. Et je pense à l'Europe, mais peut-être pas en 2026, peut-être un peu plus tard. Parce qu'en Europe, il y a quand même des forces de dynamisme. Les pays d'Europe du Sud, les capacités budgétaires de l'Allemagne, l'épargne disponible en France, la solidité évidemment des pays nordiques. Donc il y a quand même des forces en Europe qui pourraient permettre, si on était un peu moins bête et si on arrêtait d'être les idiots utiles de la mondialisation, de se relancer plus fort que ce qu'on fait aujourd'hui. Et il y a un truc qui me donne un petit peu d'espoir, même s'il faut rester lucide, c'est le plan Draghi. Le plan Draghi, c'est une roadmap écrite, concrète, pour rendre les Européens prospères. Et pour l'instant, on a mis en place 10% de ce plan. On peut espérer quand même que là, avec la pression qu'on se prend des États-Unis, les risques... Il faut agir. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le plan Draghi, en fait, c'était un c'est plan qui a important. été fait par Mario Draghi, qui était un ancien gouverneur de la BCE. C'est 600 ou 700 milliards pour redynamiser, relancer l'innovation, réindustrialiser l'Europe et redevenir tout simplement des leaders dans des pans d'activité où on déciderait de dire, voilà, on a les cerveaux, on a l'innovation, on a les créateurs, on se les fait aspirer un petit peu en Asie, aux États-Unis par les grosses boîtes. Cette fois, on va les garder, on va leur donner des budgets et on va soutenir des projets non pas sur le court terme, avec des échéances politiques, mais sur les 10-15 ans qui viennent, comme le font malheureusement les autres, la Chine la première, les États-Unis aussi. Donc d'avoir une vision de se dire on croit en l'Europe, on relance, on fait quelque chose, en fait, tentons quelque chose, arrêtons d'être en dépression permanente. Tu sais, moi j'habite dans les îles au soleil à La Réunion, les gens sont adorables. Je rentre ici, les gens sont en dépression totale, tu m'étonnes qu'ils aient peur d'investir en bourse.
C'est la politique, ça va pas bien, la société, ça va pas bien, il fait pas beau, on va tous mourir, non mais ça sert à rien de faire quelque chose, de toute façon la France on n'y arrivera pas, les Européens on n'y arrivera pas, c'est nul. C'est C'est dur, dur, hein. hein, c'est Ouais. dur, c'est dur. Moi, je l'explique parce que de la Alors manière qu'on a des suivante géants dans tout. et qu'on Je a fais, surtout des capacités incroyables Là, en je vais Europe. faire une conférence dans l'innovation dans 2-3 jours. Des géantes à Schneider Electric, Alstom dans les trains. On a des leaders internationaux. ASML, OVH en Europe. ASML. ASML, Ledger Et encore Silor. récemment Il y en a dans la tellement. crypto. Il y en a plein. Ce qu'il y a, c'est que pour continuer d'avoir de la création de géants, va falloir faire en sorte que nos cerveaux restent et que les gens aient un peu plus confiance et le smile. Et c'est la même chose pour l'investissement en bourse, en fait. En fait, je crois que ce qui s'est passé, si je le simplifie à l'extrême, c'est que l'Europe a quand même été un continent très prospère dans toute la deuxième moitié du XXe siècle. Et que quand tu as un continent très prospère avec des gens, les boomers en l'occurrence, qui ont accumulé vraiment pas mal de richesses, etc., l'enjeu principal devient un enjeu de conserver. Tu vois ? Et donc, quand tu veux conserver, qu'est-ce que tu fais ? Tu régules en fait beaucoup. Quand tu veux conserver, qu'est-ce que tu fais ? Tu protèges, tu gèles entre guillemets les structures pour que tu protèges la richesse créée. Le problème, c'est que depuis 2000, on n'est plus dans cette dynamique-là en fait en Europe. Et on s'est étouffé, ça c'est clair et net, je veux dire, je suis loin d'être un ultra-libéral, mais il faut être aveugle pour ne pas le voir, je veux dire. Et aujourd'hui, on a une nouvelle génération qui se dit, attends, moi mon problème, c'est pas de conserver, hein. Moi mon problème, c'est d'améliorer, c'est d'augmenter, c'est de dynamiser, c'est de faire mieux en fait. Et donc, à mon avis, ça va finir par changer en Europe. La grande question, c'est quand. Mais je reste quand même optimiste parce que l'Europe a des forces considérables. On a de loin le plus grand pool de talents humains du monde. On a des États extrêmement solides, une démocratie qui est aujourd'hui encore extrêmement solide en Europe. On a des infrastructures qui sont de très bonne qualité en Europe. On a des ressources naturelles aussi en Europe importantes. On a énormément de capacités. Pas beaucoup de terres rares et de pétrole quand même, mais on a des alliances, on va dire. Ouais, quand il a fallu que la Norvège nous alimente tous en gaz, on a pu le faire, quoi, je veux dire. Des terres rares, on est capable d'en sécuriser. L'Europe a aussi d'excellentes relations avec quasiment tout le reste du monde. Ça, c'est vrai. Donc, on a un positionnement géopolitique qui est aussi relativement équilibré. On a quand même beaucoup de force. Mais on s'est mis un boulet à chaque pied, on s'est attaché les mains dans le dos. Maintenant, on s'est carrément mis un bandeau sur les yeux, on n'est plus capable de voir ce qu'il faudrait faire. Donc, c'est un changement qui, à mon avis, la nature ayant horreur du vide, se fera par un remplacement en fait, générationnel, tout simplement, chez les décideurs. Et c'est ce que je souhaite pour nous, évidemment, pour l'Europe. Après, il y a aussi un scénario où l'Europe s'appauvrit assez fort, assez vite, mais il y a des forces de rappel avant que ça arrive qui sont importantes. Donc, dire que la France va faire faillite là, c'est n'importe quoi. Ça, on est d'accord. Dire que le système va s'effondrer demain, c'est juste n'importe quoi statistiquement en termes de probabilité, etc. Donc, il y a beaucoup de gens qui ont parlé de ça récemment. Hein. La France va faire faillite. Ça fait vendre. On va être sous tutelle. Ça fait écrire. Ils vont prendre votre argent. Ça fait Alors vendre. que la France est une économie hyper solide, qu'on a des taux relativement bas, qui se sont un tout petit peu tendus, effectivement, quand il y a des dissolutions et des problèmes politiques. Mais globalement, il y avait toujours des émissions de dette obligataire sur lesquelles des investisseurs internationaux se plaçaient. Bien sûr. Des marchés actions qui étaient au plus haut. De toute façon, on a un super joker en backup. Il se passe quoi que ce soit, il y a la BCE derrière. Et 3 000 milliards d'épargne des gens. Oui, l'épargne des gens, l'assurance vie, l'immobilier, le cash dispo sur les comptes. Alors ce qu'il y a, c'est que certains utilisent ce narratif-là pour dire qu'on va venir nous les piquer. Voilà. Alors qu'en fait, non, il faut voir ça comme une assurance. On fait un prêt à la banque, on met quelque chose en face. Nous, en fait, on est ultra bankable. Qu'est-ce qui vient de se passer d'ailleurs ? Un géant comme BlackRock vient de faire évoluer ses propres règles internes pour pouvoir continuer à garder la dette française
en top qualité, malgré la dégradation de Fitch il y a 2 mois. Donc, c'est une preuve supplémentaire que, pour l'instant, il n'y a pas de raison de paniquer. La France n'a pas un problème structurel autre que notre protection sociale est affreusement mal organisée. Notre action publique est affreusement mal organisée. Et donc, on tire de notre pays très peu de ce qu'on pourrait en tirer, en fait. Voilà, c'est ça qu'il faut dire aux gens, je pense. Et historiquement, quand ça s'est passé en France, eh ben, on s'est réorganisé, en fait, au bout d'un moment. Ça fait... je veux dire, il ne faut pas oublier quand même que la France, dans les années 50, c'est une cata, quoi. Une cata totale au début des années 50. C'était très mal organisé, très mal géré. Et après, il y a eu les 30 Glorieuses. Donc, il ne faut pas oublier qu'il y a eu des moments où la France était pas loin du défaut, effectivement. Ouais. Mais on s'est réorganisé, on a eu un sursaut. Et il n'y a pas de raison de penser que cette fois-là non plus, on n'y arrivera pas. Vraiment, quoi. Et d'ailleurs, depuis 1 an, au milieu du marasme, tu as quand même plein d'idées de bon sens qui sont petit à petit en train de naître, en train d'émerger. Et aujourd'hui, tu as 66% des Françaises et des Français qui sont favorables à la mise en place d'un système de retraite par capitalisation hybride. Voilà. Donc, c'était pas le cas il y a 2 ans. Ouais. Donc, en fait... On peut faire changer les... Il faut faire évoluer les mentalités, il faut recréer un cercle vertueux, en fait. Vertueux de l'investissement, vertueux de la politique, vertueux du... risque. Oui, et puis on est fiers d'être français, on est fiers de notre pays, de notre culture, de l'Europe, de... La confiance est un élément... arrêter le bashing, en fait. En fait, moi, la confiance... Des fois, je dis acheter du CAC 40, le CAC 40, c'est bien, ça peut surperformer le reste, on a des superbes boîtes. Est-ce que je pense qu'il faut en avoir un petit peu ? Pas que ça, puisque les États-Unis sont ce qu'ils sont, il y a l'IA, il y a la tech, et on ne peut pas ne pas passer à côté. Mais j'en ai marre de ce bashing, ouais, je trouve ça usant. Le vrai problème, c'est que le bashing, au-delà de l'impact sur notre morale, c'est que le bashing a des conséquences économiques réelles. Ouais. Pourquoi ? Parce que l'économie, c'est de la confiance. Ouais. L'économie, c'est de la confiance. Le développement économique, c'est de la confiance en l'avenir, c'est de la confiance. Et donc, quand on fait du bashing, on fait baisser ce niveau de confiance et on se retrouve avec des gens qui creusent un trou dans leur jardin pour se faire un bunker au lieu d'investir en bourse à long terme, quoi. Voilà, par exemple, pour caricaturer à l'extrême. Et on a des entreprises, évidemment, qui arrêtent d'investir en France alors qu'elles auraient pu le faire plus. On a tout ça. Donc, c'est effectivement, je suis d'accord avec toi, si on veut que la France reparte, mettre un terme au bashing, c'est un élément déterminant. Et après, pour 2026... Moi, j'attire quand même l'attention des investisseurs parce que je vois beaucoup de monde arriver sur l'or en ce moment. C'est pas parce que l'or a monté de plus de 50% en 2025 que ça va continuer à faire pareil en 2026. C'est possible, mais statistiquement, il y a quand même plus de chances qu'il y ait une correction sur l'or en 2026 que ça continue de reprendre 50% de plus. Voilà. On a pris 100% en 2 ans sur l'or. C'est un des mouvements haussiers les plus puissants de toute l'histoire. L'argent, en parallèle, est passé de $15 à $52. Il a fait x3. C'était un des mouvements, pareil, les plus importants. Alors, je pense qu'il y a vraiment... Si tu veux, moi, j'adore les métaux. J'en parle depuis 5-7 ans. Je dis qu'il faut accumuler de l'or, de l'argent. Je parlais plus récemment du platine, etc. Je pense qu'il faut en avoir. Je pense qu'il faudra en avoir. Je pense qu'on pourra encore aller plus haut, mais qu'il faut aussi, là, se prémunir. Quand on voit, il y a 1 mois, à $4 300, des vidéos circulées sur Internet d'Américains, d'Australiens qui font la queue dans la rue pour aller s'acheter leur première once d'or à $4 400 après un rallye historique, tu te dis, oula, on va y aller mollo, les gars, il faut un petit peu se calmer. On dit souvent, hein, buy fear, sell greed. On achète la peur, on vend l'avidité. Bon, là, sur les métaux, on est dans de l'avidité. Mais en fait, et j'aimerais que ce soit inscrit dans le marbre, gravé dans cette vidéo, si tu veux, c'est que, oui, le marché action, en cas de tension géopolitique, je voudrais aussi le dire, hein, demain, on a le conflit entre l'Ukraine et la Russie qui s'envenime. Il y a un missile qui part sur une ville polonaise ou autre. On peut se prendre un -15, -20. Évidemment. Très vite, bien sûr. sur le marché action. Bien sûr. Demain... Ce serait une catastrophe par ailleurs. Mais... Bien évidemment. Demain, on a le dollar qui se tend de nouveau, les banques centrales qui arrêtent d'acheter des métaux. On peut se prendre -20, -30 sur les métaux. Ou un move agressif de la Chine qui viendrait vendre d'un coup plein d'obligations américaines, par exemple.
Demain, on a les cryptos qui, après 3 ans de bull market et avec leur cyclicité de 4 ans qu'on connaît, font une correction de 30 à 50% en 2026 parce que les gens préfèrent la tech ou parce que les banques centrales font pause sur les baisses de taux et où voilà, il y a un terrain moins favorable. C'est tout à fait possible. Simplement, si on vient de raconter tout ce qu'on vient de raconter aussi dans la première partie de notre discussion, c'est le long terme joue en votre faveur. Il faut acheter les hausses, mais il faut acheter aussi les baisses. De toute façon, si on rentre dans un marché structurellement baissier, que ce soit sur les actions, les cryptos ou les métaux, on aura un autre problème que nos gains ou nos pertes sur nos comptes de bourse. C'est vrai. Parce que c'est que ça ira tellement mal dans la société que bon, les pertes en bourse seront le cadet de nos soucis. Et voilà, moi j'aimerais que les gens puissent revenir à ce morceau de vidéo et se dire ah oui, mais en fait, il nous avait dit que tout pouvait perdre 20 à 30% et qu'à la limite, ce ne serait pas une si mauvaise nouvelle, puisque, encore une fois, les corrections, en fait, sont des moyens d'acheter moins cher sur les marchés. Et aussi de purger le système économique des acteurs les moins performants, en fait, hein, tout simplement. Hein. Je prends souvent le parallèle, moi, d'une ligue de foot, tu sais. Si tu demandes à peu près beaucoup de gens dans le monde quelle est la meilleure ligue de foot dans le monde, ils vont te répondre, en général, l'Angleterre et l'Espagne. Et ce, depuis 50 ans. Pourtant, dans la Liga espagnole ou dans la première ligue anglaise, c'est pas aujourd'hui les mêmes clubs qu'il y a 20 ans. Et c'est un peu ce qui se passe en fait avec les indices boursiers, tout simplement. C'est-à-dire que tu as un espèce d'auto-nettoyage naturel qui se fait, et les corrections boursières, c'est ça aussi. C'est des entreprises qui vont aller au tapis, parce que les entreprises vont aussi au tapis, et d'autres qui grandissent et qui prennent le relais. Et l'enjeu, c'est pas d'avoir la meilleure, c'est d'avoir les meilleurs, le plus large, le plus diversifié possible. Et si moi, il y a un truc hyper clair que je voudrais que les gens retiennent de cette vidéo, c'est la chose suivante. Si tu veux devenir riche vite, la seule solution, c'est de concentrer tes investissements, ton argent, ton temps sur un truc. Par exemple, pour prendre l'exemple le plus connu, créer ta start-up. Un autre exemple qui est réel ces dernières années, il y en a eu, c'est tout mettre sur une crypto qui vaut que dalle. C'est exactement ce que j'allais dire. Qui fait 10 000%, si tu veux, comme ça. Levier 100 sur le Dogecoin. Ça, c'est la manière de s'enrichir beaucoup, vite. Le problème, c'est que la probabilité de réussir c'est extrêmement difficile. Ouais. Et moi, l'enjeu que j'ai, et l'enjeu de Trade Republic, le plus grand monde. Et voilà, l'enjeu de Trade Republic, et moi, mon enjeu personnel par ma communication, je suis pas obligé d'écrire des bouquins, de faire ce que je fais sur les réseaux. C'est ce qui t'anime. Je le fais parce que je crois que ça peut être utile aux gens et que j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir me demander justement qu'est-ce que j'ai envie de faire, si tu veux. Ouais. Parce que moi, j'ai fait un choix complètement risqué, qui était de tout mettre dans Trade Republic il y a 5 ans, d'y concentrer mon temps, mon énergie, à un moment de ma vie où j'étais le plus productif, c'est-à-dire à 35 ans, en y mettant aussi mon argent. Enfin, tu vois, j'ai fait un choix risqué parce que je voyais 2 choses, l'opportunité colossale de l'investissement en Europe qui était préhistorique, et la personnalité des quelques personnes qui ont créé et qui dirigent aujourd'hui Trade Republic, qui sont des gens très particuliers et que l'histoire, j'espère, reconnaîtra comme des grands entrepreneurs européens. Et donc, j'ai vu ça, j'ai pris ce risque-là en conscience. Je ne peux pas dire aux gens de le faire. Combien il y a d'entrepreneurs dont la boîte va au tapis ? Combien il y a de gens qui ont mis de la thune dans des cryptos qui se sont effondrés à zéro ? Donc, concentrer toute son énergie, son investissement, sa richesse sur un truc, c'est la seule manière de devenir riche rapidement. Mais c'est très peu probable. Et l'enjeu qu'on a en Europe, c'est d'éviter l'appauvrissement programmé de toute la population. D'éviter aussi qu'il y ait en Europe encore plus d'inégalités qui viendraient créer des troubles sociaux qui sont une catastrophe économique en fait. Les troubles sociaux, ça règle parfois des problèmes sociétaux, mais pour l'économie, c'est très très rarement une bonne nouvelle quand même. Et quand l'économie s'effondre, c'est pas les plus riches qui en souffrent le plus, c'est les moins aisés en général. Et si on veut éviter des troubles sociaux, il faut mieux répartir la richesse créée. Et pour ça, il n'y a pas de meilleure manière, je suis désolé, que la bourse. Et donc, le général de Gaulle, lui, il crée dans les années fin des années 50 l'intéressement et la participation des salariés aux résultats d'une entreprise.
Je pense que nous, ce qu'il faut qu'on fasse, cette génération, c'est créer le dividende citoyen, entre guillemets. C'est-à-dire créer un système où tout le monde investit d'une manière ou d'une autre, et du coup, tout le monde bénéficie des fruits de cette croissance. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'avoir un système de protection sociale collectif, comme on le fait, basé sur la solidarité, parce qu'on est des Européens, on n'est pas des Américains. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout mettre, faire all-in sur un truc. Et ça veut juste dire qu'il est possible, avec la diversification, avec le long terme, de mieux répartir les richesses créées. Et je crois que c'est ce qu'on est en train de faire et d'y contribuer. Donc si les gens doivent retenir un message, le principal risque que vous pouvez prendre, vous, c'est de tout mettre sur un truc au lieu de diversifier à long terme. C'est chiant, c'est ennuyeux, ça fait moins rêver que la crypto qui fait 10 000%, mais l'enjeu, c'est pas de rêver là. L'enjeu, c'est d'agir et de réussir à diffuser ça dans toute la société. Il y a un autre risque aussi qui est de ne rien faire. Et c'est pour ça qu'on se réveille tous les matins pour faire des vidéos, des podcasts, du Instagram, du Twitter et autres. C'est pour changer un peu les mentalités, dire aux gens de faire quelque chose, même petit, même avec leur premier denier quand on a son premier boulot et qu'on peut mettre ne serait-ce que 20 € par mois. Parce qu'il y a une logique derrière. Faire un budget, faire attention à son argent, investir son argent. Ça éveille ta curiosité. Aujourd'hui, on a plein de podcasts, on a plein d'émissions où les gens peuvent apprendre comme... Il y a 20 ans, on n'avait absolument pas ça. Aujourd'hui, il y a tellement de créatrices et de créateurs de contenu qu'on embrasse parce que aujourd'hui, on n'est plus du tout seul, quoi. Il y a des... Ah bah là, je suis à Paris pour les retrouver. Quoi. On va être une centaine, on va tous se retrouver. Ça va être énorme. Ouais. C'est une révolution et continuons comme ça. Moi, tu sais, ça fait depuis... Donc la première fois que je suis devenu directeur général, c'était en 2016. Et j'ai décidé que mon slogan en tant que directeur général à l'époque chez Bing, ce serait « En avant ». En avant, j'adore. Et donc, c'était avant que En Marche sorte, je précise, pour les copyrights. Et donc, la seule chose que j'ai envie de dire à tous ces gens-là qui créent des contenus, à toutes celles et ceux qui suivent ces contenus et qui ensuite en parlent autour d'eux, c'est en avant. C'est ce que j'appelle la blockchain humaine de l'éducation financière. Ça marche. Ça fait des gens qui sont plus fiers d'eux. Ça fait des gens qui sont plus sereins. Et quand tu es plus serein et que tu es un peu plus fier de toi, en général, tu peux aussi davantage contribuer aux choses et faire se développer rayonner, et faire avancer. Exactement. Et faire démarrer ce Donc, si cette vidéo vous a été utile, formez quelqu'un autour de vous. Si vous avez appris des trucs, vous prenez n'importe qui autour de vous, une personne, et vous la formez et vous lui dites la même chose. Ouais. Si tu as appris des trucs, forme quelqu'un autour de toi. Et ça va très vite. Ça peut aller très vite. Je veux dire, le changement des comportements en Europe est colossal et littéralement, c'est que le début, quoi. Donc, c'est bien. Eh bien, ce sera le magnifique mot de la fin. Et si vous avez apprécié toujours cette vidéo, ce contenu, eh bien, n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à commenter la vidéo et puis à l'envoyer à l'un de vos proches justement pour lui faire découvrir l'éducation financière et cette nouvelle révolution qui est en avant avec Mathias Bacchino entre autres. À bientôt Mathias. Merci Nico et peut-être que la prochaine on la fera à un endroit où il fait un peu plus chaud. Peut-être avec grand plaisir. Il serait temps que je me remette à voyager moi. Je t'attends.